Donc, dans les nouveautés du symposium, il y a plusieurs choses. Et j'ai demandé, alors Victor vient depuis quelques années maintenant pour parler de la géodique avec toute l'équipe de Pedro Ferrandi, Joël Steinheimer et compagnie. L'idée générale de cette présentation, elle est dédiée surtout aux vignes. Alors bien sûr, la géodique marche, comme vous voyez, sur le maraîchage, l'arboriculture, ils ont plein d'expérimentations. Mais j'ai demandé à Victor de travailler plus sur les vignes. Pourquoi? Nous, en termes avec le biodynamiseur, on a plusieurs essais sur vignes. Il y en a 3 aujourd'hui. Et quand on emploie une machine comme ça, et une nouvelle technique de culture, il y a des fois ça marche du premier coup. On verra tout à l'heure sur la floriculture, c'est juste incroyable. En 3 mois, 4 mois, 6 mois, on a trouvé les. Enfin, ça marche très bien, super. On a un intermédiaire où ça ne marche pas du premier coup, mais du deuxième. Bon, ok, c'est normal, on adapte par rapport à l'espace, au climat, la culture, on adapte les besoins techniques de la machine par rapport à ça. Donc ça, c'est logique, comme n'importe quelle technique, c'est jamais plug and play, hein, faut adapter, c'est normal, c'est du vivant. Et puis après, on a un cran un peu plus compliqué, par exemple sur les pommiers, l'arboriculture, on a mis 3 ans pour trouver un fonctionnement qui permette de dire oui, ça marche comme ça, et voilà, ok. Et la vigne, la vigne, ben, évidemment, c'est pas pareil. Et là, on a les premiers essais, notamment à Jaune, avec Thierry Dubouille et Philippe Dutoya. Premier essai, donc là, des très beaux protocoles qui sont très bien faits. C'est là où, quand on parle d'eau dynamisée ou pas, on a eu un souci par rapport à la qualité de l'eau au départ. Je vous passe les détails. J'aurais dit que les premiers essais étaient très très bien jusqu'au 15 juillet, où là, incroyable, des résultats magnifiques. Et au 15 juillet, ça a décroché. Et après, ça n'a pas récupéré. Donc il y a peu les effets escomptés, première année. Deuxième année, on a modifié des protocoles, mais globalement, on n'a pas eu mieux. Et on a eu un deuxième essai dans le Médoc, dans le Margot, pardon. Et il y a eu un premier essai sur un petit protocole, très bien fait aussi. Et ça n'a pas marché non plus dans la première année. Donc on a un essai sur 1 an qui ne marche pas, qui va recommencer cette année avec différents protocoles, et un essai sur 2 cycles qui ne marche pas non plus, etc. Et puis, on a un troisième essai, qui est, on verra donc cet après-midi, sur les vignes de Champagne, par Marc Augustin, qui a mélangé différentes techniques. Alors, celui il avait une eau de très mauvaise qualité. On en reviendra dans les questions-réponses. Je pense que c'est super important de voir les questions de l'eau. Et Marc Augustin, ça fait plusieurs années qu'il travaille avec de la génodique. Il est content, il est satisfait de la génodique. Et donc, ça marche super bien, notamment dans les vignes, avec des fluctuations suivant les climats, etc. Et ce qui s'est passé cette année, il voulait, comme n'importe quelle personne qui cultive, dit ben, ça marche très bien, mais comment on peut faire mieux? Parce qu'on veut toujours faire mieux, aller jusqu'au bout. Puis après, quand on ne peut pas faire mieux, ben, on est très content, etc. Donc cette année, il m'a appelé, parce que Victor m'a donné son numéro de téléphone. Il m'a contacté en disant ben, voilà, est-ce qu'on peut faire un essai avec le BBG? Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et il a fait un protocole. C'est tout le reste est avec de la géodique, comme vous allez voir là avec l'exposé de Victor. Et il a fait un petit protocole avec, comme son eau n'est pas de bonne qualité, eh bien, il a pris un filtre de LM Innovation, on y reviendra, un filtre qui, alors, ce que M. Lepage appelait l'eau structurée, mais donc une dynamisation par vortex et quelque chose comme ça, et une céramique informée. Et puis, il a pris le biodynamiseur, qui ne peut marcher que si l'eau peut capter cette information. Il a fait un petit protocole sur 2000 mètres carrés. Et puis, quand il a vu que ça marchait, après, on verra cet après-midi, sur les 12 hectares. Parce qu'il a été grêlé au 30 juin et que plutôt que de tout perdre, quand il a vu que le protocole marchait très bien, et bien, il a tout généralisé et il a pu comme ça sauvegarder sa culture. Donc on a 2 exemples de vignes qui ne marchent pas et le troisième qui est tout à fait excellent. Et ce qu'on essaye de faire avec Victor, c'est de voir comment on peut combiner certaines techniques sur la vigne qui puissent s'additionner, parce que toutes les techniques alternatives ne sont pas forcément compatibles entre elles. Et donc on est en train de voir qu'est-ce qui peut s'additionner pour améliorer encore les résultats. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans tout ça, c'est qu'il y a 2 techniques qui sont différentes, mais qui se complètent dans certains cas de figure. Et là, la vigne est un très bon exemple. Donc, Victor a expliqué ce que c'est que la génétique. C'est très important de comprendre parce que c'est grâce à eux qu'on a pu trouver que les plantes pouvaient faire des protéoïdies. Sinon, s'ils n'avaient pas été là, on aurait vu les résultats, mais sans les comprendre. Donc, c'est vraiment un travail de plus de 40 ans de Steinheimer qui est vraiment très, très intéressant.
Voilà, donc pour ceux qui ont de la vigne et qui ont des problèmes avec la vigne, parce que quand on a de la vigne, on a souvent des problèmes, comment on peut sursoir à ces problèmes? La génétique est une action très importante dans la compréhension du vivant, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment on peut appliquer seul ou avec des techniques complémentaires. Voilà. À toi, Victor. Okay. C'est bon, du micro, on m'entend? Okay. Bonjour à tous. Merci Jean pour cette introduction et merci à vous tous d'être là de bon matin. Donc, je m'appelle Victor Prévost, je suis de base ingénieur en biologie et en environnement. Et j'ai rejoint l'entreprise Genotix sur un projet de recherche de mon initiative avec l'université de Cergy-Pontoise en région parisienne. J'ai eu vent de ce qui se faisait avec la génotique, donc le travail avec les musiques sur les plantes, sur les cultures, et ça m'a intéressé, ça m'a passionné. Et je me suis dit, bon, on va voir s'il y a quelque chose de scientifique derrière, est-ce qu'on peut vraiment creuser. Donc mon approche de base sur cette thématique est plutôt scientifique. Et donc on a monté une expérience que je vais vous présenter, les résultats qui ont été publiés également. Et suite à ça, donc à force de collaborer avec l'entreprise, j'ai fini par intégrer l'activité à temps plein aujourd'hui. Donc je suis à la fois sur l'aspect recherche et développement et également sur la partie terrain. Donc l'installation des dispositifs que vous voyez là, donc je vais en parler un petit peu plus. Et le suivi des vignerons et des partenaires avec qui on travaille, à la fois partenaires de recherche et partenaires agricoles. Donc en fait, ce que fait l'entreprise en soi, c'est l'utilisation de ce type de boîtier. Donc vous voyez, c'est un diffuseur de séquences avec un panneau solaire, donc parce qu'il est placé en plein champ, autonome, avec une petite antenne pour capter le signal GSM, parce qu'on peut le piloter à distance, et des haut-parleurs pour diffuser des séquences musicales programmées en fonction de la thématique sur laquelle on travaille. Donc là, je vais vous parler de la théorie et de la pratique de la génotique et de ce qu'on appelle les protéodies. Donc déjà une petite introduction sur ce que c'est la musique des protéines. J'ai mis entre guillemets parce qu'on va voir que c'est pas tout à fait de la musique, mais ça ressemble à de la musique. Disons que c'est le mot qu'on a pour le décrire le plus proche, ça va être la musique. Ensuite, les résultats expérimentaux qui ont permis de valider cette approche, à la fois au niveau du brevet et à la fois des travaux plus récents. Les principes scientifiques, et puis parler aussi du physicien Joe Stenheimer qui est à l'origine de cette découverte. Et je vais finir par les applications qu'on a depuis maintenant plus de 15 ans sur le terrain, donc principalement sur la vigne, comme l'a dit Jean, mais pas que, donc sur tout ce qui est agriculture. Donc voilà. Il y aura peut-être quelques questions à la fin, mais on échangera davantage au stand où je vais rester toute la journée aujourd'hui avec voilà, du temps pour échanger autant que vous voulez. Donc quand on parle de musique des protéines, bon, ça peut un peu perturber. Et bon, je sais qu'ici tout le monde est ouvert d'esprit sur ces choses-là. Mais en tout cas, c'est vrai que dans le quotidien, on parle de musique de protéines et on se dit la musique c'est quelque chose d'humain, quelque chose de culturel. Bon, il se trouve que en fait, quand on parle de musique, on parle souvent de motifs, de schémas, d'informations qui est répété, qui est compréhensible. Et en fait, on sait depuis quelque temps, depuis assez longtemps maintenant, qu'il y a des structures, des répétitives, des motifs qu'on retrouve à la fois dans l'ADN, dans le code génétique, et les protéines. Alors il faut savoir que l'ADN, c'est ce qui permet de coder pour les protéines. L'ADN, c'est ce qu'on a tous individuellement et en tant qu'espèce. Et en fait, ça code, c'est un mode d'emploi pour fabriquer des protéines. Et en fait, les protéines, on retrouve des structures. Il y a un papier qui est sorti sur l'ADN dans Nature, il y a plusieurs années maintenant, d'une équipe de 2 Japonais généticiens qui racontaient comment, en changeant le code pour l'ADN, donc c'est l'ADN aujourd'hui en biologie, en biochimie, on l'écrit avec 4 lettres, ATGC, et une lettre U quand on parle de l'ARN, je ne rentre pas dedans, mais... Et donc au lieu d'appeler ça ATGC, ils ont attribué une note qui pouvait siffloter ou fredonner.
Et en faisant ça, en fredonnant ces notes, en sifflotant, ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient à mémoriser des plus grandes portions d'ADN. Donc ce que ça veut dire, en fait, c'est parce que c'est comme la musique, c'est comme la poésie, on retient parce qu'il y a des motifs qui sont récurrents, qui s'expriment comme ça. Donc c'était la première intuition de dire, bah voilà, quand on transforme l'ADN en musique, déjà, ça donne des propriétés avec lesquelles on arrive à interagir. Il y a un papier plus récent, là, qui a moins de 10 ans, je ne sais plus si c'est, je crois que c'était le MIT aux États-Unis qui a montré les motifs musicaux dans les protéines, les structures en fait qu'ils ont analysées, vraiment les répétitions, les structures musicales en convertissant chaque acide aminé, donc c'est les constituants des protéines, en fréquences, en notes. Et ils ont montré qu'effectivement il y avait des choses qui sortaient, des motifs particuliers. Et c'est resté une forme de, on va dire, de curiosité. Quelque chose qui est rigolo, quoi. On voit qu'il y a des motifs, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi c'est là, bon. Et puis, tout n'est pas forcément constamment structuré de la même façon, donc ça perturbe aussi. Et la différence, en fait, qu'a fait Joel Steinheimer, dont on va parler tout à l'heure, c'est le code avec lequel on convertit, on passe de protéines à musique, en tout cas à fréquence. Et c'est ce code spécifique qui donne une lecture entre guillemets musicale, mais en tout cas structurée différemment des protéines. Donc on voit les protéines vraiment sur un autre plan, un plan plus ondulatoire. Mais pour ça, il faut la bonne grille de lecture, quoi. Donc la conversion ne se fait pas de façon abstraite entre un système et l'autre. Et en fait, là, vous voyez le petit graphe qui est là. Ça représente les intervalles musicaux, si on peut les appeler comme ça, entre les différents acides aminés, donc qui composent les protéines. Alors, pour faire simple, hein, les protéines, on en a dans tout le corps, c'est pas juste la viande, tout ça, les protéines de soja, enfin non, c'est tous les grosses protéines, les grosses molécules synthétisées par le corps qui ont une fonction à l'intérieur du corps. Ça peut être des hormones, ça peut être du muscle, ça peut être différentes choses, quoi. Il y a vraiment tout un panel d'actions et l'ADN permet de coder des protéines spécifiques. Et donc, comment c'est fait? On a une succession de petits éléments qu'on appelle acides aminés qui s'emboîtent les uns derrière les autres, pour vraiment schématiser. Et la suite spécifique de ces acides aminés, il y en a 20 en tout dans tout le vivant, permet d'obtenir une protéine spécifique. Bon, j'espère que je n'ai pas perdu tout le monde avec mes explications, mais c'est pour vous donner un peu une image, et pour vous dire qu'en fait, ce qu'on a regardé là, c'est l'intervalle donc entre les fréquences. Si on regarde en forme de musique, on sait qu'entre les notes de musique, quand on joue, on a des do, ré, mi, fa, on a des intervalles entre les notes, quoi. Si on regarde les suites de notes comme ça, on observe quelque chose comme ça. Alors ça, c'est quoi? En fait, on voit que certains pics, certains intervalles, certaines distances entre les notes sont plus exprimées que d'autres. Donc il y en a qui sortent plus, d'autres qui sont plus en creux. Et en fait, là on voit que ceux qui sortent, c'est pas n'importe lesquels, c'est ceux qui sont proches d'intervalles musicaux. Donc les quintes, les tierces, les septièmes, etc. Donc ça c'est intéressant. Du coup, on voit que quand on regarde avec un certain code particulier les protéines, eh ben, on voit émerger comme pour de la musique, comme pour la musique humaine. C'est pas pour rien que les humains écoutent des quartes, des quintes et des tierces dans la musique. Il y a un aspect physique derrière, en fait. C'est des rapports mathématiques entre les fréquences. Et on retrouve ces choses-là dans les protéines. Donc c'était le premier niveau de compréhension de ce que sont les protéodies. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur l'aspect vraiment biologique de ça. Après, s'il y a des questions après, je serais ravi d'y répondre. J'ai très rapidement schématisé comment sont produites les protéines, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a l'ARN, qui est un bout d'ADN, qui est lu par ce qu'on appelle le ribosome et qui produit une protéine. Ce qu'a calculé Joel Steinheimer, c'est qu'à ce moment-là, on a la possibilité d'émission d'une onde associée à la masse de l'acide aminé, enfin de l'élément qui va s'ajouter à la protéine, quoi. Donc lors de la synthèse de la protéine, on peut avoir une émission de fréquence qui est propre à la masse de cet élément-là. Donc là, vous avez un petit tableau à côté qui montre le code en question, qui permet de passer d'un acide aminé. Donc vous voyez, il y en a 20 en tout acides aminés dans tout le vivant, enfin il y en a 22 en tout, mais là, il y en a 20 surtout qui sont représentés, et qui fait le passage à chaque fois à des notes. Donc vous voyez qu'il y a des recoupements, certaines lettres, G, A, S, la PVTC, qui correspondent à la même note, à la même fréquence en fait. Et c'est ce qui permet de changer de grille de lecture. C'est cette redondance.
Et donc, ce que ça implique, cette notion-là, que en plus des contraintes biochimiques qu'on connaît bien dans la synthèse de protéines et puis dans les mécanismes du vivant en général, on rajoute un autre niveau de contrainte qui est une contrainte ondulatoire. Donc pour être bien produite, une protéine, il faut non seulement qu'elle corresponde aux bons éléments chimiques au bon moment, tout ça, mais en même temps, il faut qu'elle soit dans une bonne vibration, entre guillemets, on peut dire comme ça, quoi. Il faut qu'il y ait une cohérence dans la façon dont ça vibre, quoi. Donc pour illustrer ça, j'ai mis une petite vidéo. Alors il va peut-être falloir que je sorte du diapo pour la démarrer. Excusez-moi. C'est simplement pour illustrer le concept de synchronisation et comment des éléments qui sont séparés et qui vibrent de façon différente, mais qui sont sur un support commun. Donc le support commun, c'est la planche qui est mobile sur les canettes. Les petits métronomes, ils sont tous, alors ils sont du même rythme, mais pas en phase. Ils font pas la même chose. Mais en les laissant comme ça, juste en les démarrant tout seul, on va voir qu'ils se synchronisent tout seuls. Donc ça, c'est une façon d'illustrer le fait que lorsqu'on a des ondes, un système ondulatoire qui vibre et qui a des structures communes, les choses ont tendance à se synchroniser. C'est un phénomène qui est très connu, mais assez facilement, on peut voir comment ça fonctionne, quoi. Il y a des vidéos comme ça où il y en a, ils en mettent 1000 ou 100, et c'est encore plus impressionnant. On voit qu'ils sont tous comme ça, d'un seul coup, tac, tac, tout est aligné, quoi. Donc on voit là, c'est ce qu'on appelle un échange d'informations, en fait. C'est la phase, on échange une information concernant le moment où ça oscille. Ça, c'est pour parler des contraintes induites par l'aspect vibratoire. Bon. Donc c'est ça, c'est un peu, c'est le principe qui a été identifié, qui montre l'intérêt d'utiliser cet aspect vibratoire pour induire ou pour réduire la synthèse et l'activité synthétique d'une protéine donnée. Et c'est ce qu'on fait, donc c'est sur quoi on travaille, on identifie des protéines, et c'est ce qu'on fait en jouant sur cette synchronisation-là. Donc un petit exemple musical, je pense que vous connaissez tous le printemps de Vivaldi. Pour mémoire, ça fait ta la ta 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 la. Enfin, je le fais très mal, il faudra l'écouter. Ouais, bon, je suis pas venu ici pour chanter. Mais donc, vous voyez un peu ce morceau-là, et en fait, il se trouve que je vais vous faire écouter une protéodie. Donc, ah oui, j'ai pas précisé ça, mais c'est cette conversion de protéines à fréquence, on appelle ça des protéodies, c'est la contraption de onde, enfin pas onde, odd comme mélodie et protéines, quoi. Donc c'est un terme qui a été inventé par Joel Steinheimer, et donc c'est pas vraiment de la musique, c'est pas du bruit, c'est quelque chose de nouveau, c'est une protéodie, c'est une mélodie, une musique de protéines. Mais c'est pas vraiment une musique, parce que musique, c'est ce que font les humains. Là, c'est autre chose. Il y a des codes musicaux, on a vu tout à l'heure qu'il y a des choses qui sont communes à la musique, mais il y a d'autres choses qui sont vraiment différentes. Et ce qui fait que il y a des choses qui sont instinctivement, on va reconnaître, là on va écouter, et des choses qui sont plus étranges, quoi. Je vous fais écouter ça, vous allez me dire si ça vous parle. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est littéralement une protéine, donc l'actine, qui est transposée en son. C'est quand même, voilà, on reconnaît des motifs. Et pourquoi est-ce qu'on le compare au printemps de Vivaldi? Il se trouve que l'actine, c'est une protéine qui est présente dans la plupart des êtres vivants, beaucoup chez les plantes. C'est une protéine de structure chez les plantes. Et la plante, elle met en place sa structure au printemps, quoi. Elle pousse dans tous les sens au printemps. Donc à ce moment-là, il y a beaucoup de production d'actine dans le monde végétal. Donc, voilà. La question, c'est est-ce que Vivaldi était inspiré par les plantes? Est-ce qu'il y a un truc comme ça? En tout cas, c'est intéressant de voir cette similitude entre la musique humaine et la musique que fait une protéine, justement, associée au printemps. Donc là, je vais vous parler d'autres exemples qui ont permis
de valider le brevet qui a été déposé il y a quoi, en 2003. Bon, bah ouais. Là, par exemple, on a donc Christian Loiseau, qui travaillait à la faculté des sciences de Metz, qui a cherché à stimuler des protéines de luminescence chez une bactérie qui s'appelle Vibrio fischeri. Et donc il y a deux protéines, LuxA, LuxB, qui permettent à la bactérie de produire de la luminescence. Donc on peut facilement mesurer cette bioluminescence en laboratoire. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait différentes expériences pour stimuler ces protéines spécifiquement. Donc on voit que là, dans la première, je vais prendre la petite baguette là. Là, ce qu'on voit ici, en fait, donc c'est une diffusion pendant 15 secondes. Et il a regardé le temps après, la luminosité après la diffusion. Donc en fait, le témoin, bah, il est à 0, quoi. Il est à 0 tout le temps. Il est à 0 tout le temps. Par contre, à 0 minutes avec 15 secondes de diffusion, on n'a pas de différence notable. 10 minutes après, on voit un pic. Et ensuite, ça décroît. Donc déjà, là, comparé au témoin, on voit qu'il y a une réponse, il y a quelque chose de spécifique, c'est-à-dire que dans le temps, c'est marqué. Il n'y a pas une activité constante de ces protéines-là. C'est vraiment au moment où il y a la diffusion. Et on voit le taux qui décroît. Il a répété la même chose avec une durée plus longue de 9 minutes, et on voit une réaction proportionnelle en fait, à la durée plus longue de 9 minutes, et une décroissance identique. Donc là, ce qu'il a mesuré, c'est vraiment la luminosité des échantillons. Ah, c'est une expérience qui est un peu sur une autre dimension, c'est-à-dire sur la quantité de temps, la quantité de diffusion qui a été mise en œuvre. Et on voit que plus on augmente la durée de diffusion, et proportionnellement, on a une augmentation de la quantité de luminosité. Par contre, on voit qu'à la fin, si on dépasse un certain seuil, au-delà de 27 minutes, c'est plus ambigu. On n'a pas forcément une augmentation linéaire. Donc c'est quelque chose qu'on constate aussi sur le terrain, c'est que l'augmentation d'effet, ben, c'est pas plus on en met, mieux ça marche. Il y a un optimum, et il faut trouver cet optimum. Donc comme dans tout, il faut trouver un moment où on diffuse plus ou moins. Et dans les autres expériences, ça confirme aussi cet aspect-là. En fait, il faut imaginer que nous, on envoie une information, comme nous, on reçoit une information, c'est-à-dire on écoute une musique qui nous plaît, ok, ça va nous faire du bien pendant 5 minutes, 10 minutes, mais si on l'écoute pendant toute la journée, non-stop, la même musique comme ça, au bout d'un moment, on en a marre, quoi. Même si on aime beaucoup cette musique-là. C'est comme ça qu'on peut le représenter. Donc là, je vous ai pris l'exemple de bactéries. Ça, c'est l'exemple sur des cellules humaines qui a été fait au laboratoire de l'ESPCI par Marie-Claude Lang. Et ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on cherche à inhiber une protéine spécifique de cellules de type cancéreuse avec les protéodies, donc là en l'occurrence l'interleukine 2, on a une réponse spécifique en dosant, en cherchant à identifier ces protéines-là. On voit bien que c'est la protéine ciblée qui est réduite. Donc ça, c'était fait en conditions de laboratoire. C'est un des éléments forts qui a permis de valider le brevet. Donc là, en fait, ce qu'on voit, je vous explique un peu le graphe. Simplement, c'est les quantités entre l'expérience et le contrôle, la quantité de cette fameuse protéine-là qui s'appelle l'interleukine 2, donc avec les diffusions et sans les diffusions. Donc là, on est dans le sens inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'accompagnement de la production de cette protéine-là, on est dans l'inhibition. Donc on réduit, en fait, on travaille, comme je vous dis tout à l'heure, en fait, on module les contraintes qui servent à synthétiser, qui sont ondulatoires et qui vont amener à la synthèse d'une protéine. Donc on peut les moduler dans les deux sens, en fait. On peut, comme l'effet de synchronisation des pendules, soit on va dans le sens, on améliore, on facilite cette synchronisation, soit on la déstructure. Voilà. Et ça de manière spécifique. Et donc on voit qu'en finalité, on a environ 65% de réduction de la production d'une protéine spécifique dans l'interleukine 2. Donc ça, c'est des papiers qui ont été publiés pour le brevet, donc vous pouvez les retrouver sur le site de l'Office des brevets. Ça, c'est une expérience encore
qui a été faite donc, en 93 par Pedro Ferrandis, donc, qui est à l'origine de l'entreprise Genodix, et qui, lui, est ingénieur sur la production de pain et des farines. J'ai perdu le mot, comment on dit ça. C'est pas grave. Ingénieur céréalier, ouais, bon. Et donc, il s'est intéressé à diffuser des protéodies sur des pains en croissance. Il travaillait chez Jacquet. Donc, pendant la croissance des pains, il y a les levures qui sont dedans, qui vont se mettre à dégager du CO2, à avoir leur activité à convertir les sucres en gaz, des choses comme ça. Et donc, en stimulant la respiration de ces champignons, de ces levures, les levures sont des champignons, il a observé des différences significatives entre le volume des différents pains. Alors ça c'est intéressant, donc on voit qu'il y a une différence qui est vraiment marquée entre les deux lots. Donc ça, les petites barres là, ça représente les volumes des pains qui n'ont pas été stimulés, et ça ceux qui ont été stimulés. Donc, ok. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit quand même, quand on mesure un paramètre qui n'a pas été stimulé directement, donc là c'est le cas de l'acidité totale, donc la production d'acide, que les lots soumis aux protéodies, aux séquences musicales, ont moins d'acidité, ont moins de molécules d'acidité produites par rapport aux témoins. Donc ça, c'est un effet qui est indirect, parce qu'on n'a pas cherché à stimuler ça directement. Et ça veut dire qu'en fait, il y a une interaction entre les différents niveaux, les différentes protéines. Et ça, on le retrouve, c'est aussi un aspect sur lequel on travaille énormément. C'est que lorsqu'on regarde une protéine, elle a des motifs, elle a des structures qu'on retrouve dans d'autres protéines. Donc ça, c'est vrai pour les protéines sur un plan biochimique, sur des chaînes d'acides aminés, on retrouve les structures similaires sur d'autres protéines, mais quand on rajoute le filtre des contraintes ondulatoires, donc les protéodies, on trouve d'autres correspondances entre les protéines. Donc on peut avoir des effets de cascade, on va chercher à stimuler ou interagir avec telle protéine, et on interagit avec tout un métabolisme derrière, en fait. Donc que ce soit en stimulation, en inhibition. Donc, ça, c'est le paramètre auquel on fait vraiment attention lorsqu'on travaille sur des installations, des expérimentations, et même sur le terrain, parce qu'on ne veut pas stimuler une maladie en cherchant à en inhiber une autre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le gros du travail, c'est ça aussi, identifier. Il faut savoir qu'il y a des dizaines de milliers de protéines dans chaque espèce. Il y en a 20 000 chez l'humain, par exemple. Et là-dedans, dans ces 20 000, il faut qu'on regarde quelles sont les interactions, si elles sont plutôt stimulantes, inhibantes. En cherchant à stimuler une seule protéine, il faut qu'on regarde tout ce que ça peut entraîner comme conséquence. Donc c'est pas à prendre à la légère non plus, parce que justement, on peut croire qu'on fait ça, et en fait, on fait tout ça, quoi. Et là, ça montre bien l'exemple ici. Ça, c'est une expérience dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle qu'on a montée lorsque j'ai rejoint l'équipe. Et c'est celle par laquelle j'ai rejoint ce projet-là. Donc avec l'université de Cergy-Pontoise, là où j'ai fait mes études en fait en master de biologie, un ancien professeur de physiologie végétale a accepté qu'on mette en place une manip. Et on a travaillé sur la résistance au stress hydrique chez les picotyles de pois, en fait des graines de pois qui ont germé en conditions de stress hydrique. Et on a cherché à voir si on pouvait aider ces plants à mieux résister au stress hydrique ou inversement à les faire se porter moins bien. Donc ça, c'est un article qui a été publié en 2020 dans un journal à comité de lecture et également dans un compte-rendu des Annales des mines en 2021. Donc en fait, ce qu'il faut regarder ici, chaque barre, là, les contrastes ne sont pas très forts, hein, je suis désolé, mais j'ai mis des petites courbes pour qu'on voit un peu mieux. En fait, là, on a mesuré Bon, on a fait la taille, mais là, surtout ce qu'on voit, c'est le poids de chaque tige de petits pois. Et on les a classés, donc ça veut dire par tranche, donc entre 30 à 40, 10 puissance moins 2 grammes, quoi. Et on voit que là, donc, en fait, là, la courbe en pointillé, ça reprend ces barres-là. Et la courbe en plein reprend cette barre-là. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une différence de répartition, c'est-à-dire que là, tout ce groupe-là, il est décalé vers l'avant, donc vers des poids plus gros, donc plus de synthèse de biomasse, alors que celle-là est tirée vers l'arrière. On la voit qu'elle est presque tirée comme ça, donc les poids qui sont sortis, les tiges, étaient plus petites.
et moins de production de matière. Et en fait, dans ce cas-là, parce qu'on a stimulé une protéine de résistance au stress hydrique, et dans l'autre cas, on a inhibé la résistance au stress hydrique. Donc, en condition de stress, les plants, vous le savez tous, ont tendance à moins bien pousser, quoi. Et là, l'idée, c'était de voir si on pouvait améliorer la pousse. Et effectivement, on a vu que les pois poussent mieux lorsqu'on les stimule pour résister au stress hydrique. Ça a été fait en conditions laboratoires, donc dans des boîtes isolées, de la lumière, du son, de plein de choses, et dans des conditions similaires pour les deux cas. La seule différence, c'était on stimule, on inhibe. Donc ça, c'est très important pour se rendre compte de faire ça en laboratoire, parce que, bon, comme on verra tout à l'heure sur ce qui a été fait en plein champ, on peut avoir des résultats, mais il y a tellement de paramètres que voilà, ça rend les choses plus compliquées. Donc c'est important pour nous aussi d'avoir ces éléments de laboratoire, pour ça que je vous les présente ici. On a une vision un peu plus précise de ce qui se passe. Donc ça, c'est intéressant. Ça montre que, indirectement, si ça résiste mieux au stress hydrique, ça pousse mieux. L'autre étape, qui a été vraiment la vraie avancée, c'était de pouvoir regarder en fait la protéine elle-même, donc celle qu'on a cherché à cibler, la différence d'expression de cette protéine-là, donc la synthèse, dans les pois eux-mêmes. Donc ça, on a dosé, on a extrait le contenu cellulaire de ces plants, et on a regardé combien elles avaient de protéines. Donc là, on appelle ça une déhydrine, c'est une déhydrine spécifique qu'on a stimulée et inhibée, et voir si elle était plus ou moins présente. Donc la protéine elle-même, quoi. Et on a vu, donc là en fait, je ne vais pas vous expliquer tout ça parce que ça s'appelle un western blot, mais en gros, on reconnaît une protéine par rapport à son poids moléculaire. Et c'est ce qui donne sa signature en fait sur ce genre de gel, ça se fait sur un gel, mais sur ce genre de travail-là. Donc là, vous avez une échelle avec les différents poids possibles pour les protéines. Et donc là, on voit qu'à la bande à laquelle on attendait, la 37 kDa, on a la masse de la protéine qui est là. Et il y en a plus dans la stimulation que dans l'inhibition. Et la seule différence, c'était la diffusion de séquences. Donc là, c'était l'expérience qui a permis de montrer qu'on avait un effet à la fois sur la plante elle-même, mais à la fois sur l'aspect vraiment intracellulaire, quoi. Donc voilà, ça c'était tout ce qui est résultats laboratoires. Je vais aller un petit peu vite sur l'aspect historique, mais au moins pour savoir qu'à l'origine de tout ça, c'est la dualité entre particules. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, Louis de Broglie, qui est en haut là, donc physicien français qui a très très largement contribué à ce qu'on appelle aujourd'hui la physique quantique. C'est lui qui a établi le théorème de la relation onde-particule. Donc ce qu'il dit, c'est qu'à toute particule matérielle, donc qui a une masse, qui a une présence physique, et qui a une vitesse, on peut lui associer une onde réelle. Donc ce que ça veut dire, c'est que on savait pour le photon, par exemple, on dit toujours que la dualité onde-particule, pour la lumière, le photon, est-ce que c'est une onde, est-ce que c'est une particule, est-ce que c'est... Voilà. C'était connu déjà, mais lui, il a dit que c'était vrai pour tous les éléments, pour tous les atomes, pour même les plantes, les objets, tout ça, on pouvait avoir ce point de vue-là. Tout ce qui est particule a une masse, et tout ce qui a une masse est une onde aussi. Donc ça, il l'a dit en 1924, par rapport au calcul qu'il a fait, par rapport à ce qu'il devait être, par rapport aux lois physiques et mathématiques qu'il a trouvées. Et en fait, il y a une équipe donc, de deux chercheurs qui ont réussi en 27 à diffracter un électron. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est ce qui a permis de valider cette théorie, c'est qu'ils ont pris un électron donc, qui était pensé comme quelque chose de particule, d'une masse. On ne se posait pas la question avant, on se dit, voilà, la table, c'est un objet. Voilà. Là, c'est pareil, l'électron, c'est un objet. Ils ont montré qu'en diffractant, c'est-à-dire en montrant le caractère ondulatoire de l'électron, on pouvait vraiment voir que, en fait, non, l'électron, c'est pas juste un objet, c'est aussi une onde. Et donc ça validait la théorie de Broglie. Et par la suite, donc, au fil des années, des éléments de plus en plus gros, on a pu diffracter des atomes, on a pu diffracter des molécules, des très grosses molécules qui sont même synthétisées dans le laboratoire. Je sais que comme Marc-Henri prend l'exemple, c'est quoi le nom de la molécule qui est composée de plein de carbone, là, qui est énorme Phycocyanine, ouais. Une molécule de synthèse, mais qui est gigantesque, quoi. Donc ça, on se dit, ça, c'est pour un scientifique, pour un chimiste ou un physicien, c'est un objet, quoi. Et en fait, cet objet-là, on montre qu'il est capable de devenir une onde.
Donc là, voilà, ça perd. C'est-à-dire comme si je vous dis, cette table-là, en fait, enfin, ce petit support, en fait, il peut être une onde, quoi. Donc c'est à ce niveau-là, en fait, d'un point de vue conceptuel, ça va à ce point-là. Bon, il se trouve que Joël Steinheimer, donc jeune physicien à l'époque, qu'on voit ici, travaillait dans le laboratoire de Louis de Broglie et travaillait donc en physique fondamentale. Il préparait son doctorat de physique et son sujet, c'était les masses des particules élémentaires. Et sur ça, il devait trouver une loi qui pouvait expliquer comment les masses des particules élémentaires se répartissaient, tout ça. Et donc partant de ça, il s'est dit, je vais transformer les masses en fréquences. Et ce qu'il a trouvé, c'était qu'il y avait des cohérences, des redondances musicales dans les particules élémentaires. Et suite à ça, il a extrapolé ça aux acides aminés, comme on a vu tout à l'heure, sur les protéines. Et donc il a montré à terme des propriétés ondulatoires, donc des contraintes ondulatoires réelles dans les protéines, dans le vivant, à partir de tout ce cheminement-là. Donc ça a pris un peu de temps, vous voyez quand même on passe de 27 à 93, où le brevet a été déposé. Son premier constat, donc ça a été fait donc, à l'écoute, il est musicien professionnel aussi, Joël Steinheimer, aussi il a une carrière de musicien. Il a joué musicalement une protéine qui était un des éléments de l'hémoglobine à une personne qui souffrait d'un déficit en hémoglobine. Et il se trouve que la personne s'est sentie mieux, et ses examens sanguins ont montré qu'il y avait une augmentation du taux d'hémoglobine. C'était la première expérience, le premier élément qui décodait en protéodie. Donc c'est ce qui l'a encouragé ensuite à développer cette approche-là, déposer un brevet, et ensuite participer à la création de l'entreprise avec Pedro Ferrandis. Donc c'est un peu l'historique. Ça reprend ce que je vous ai dit. Que là, on voit habituellement la désintégration de particules lorsqu'on les entrechoque dans des accélérateurs de particules. Ça, Joël Steinheimer, il vous dira non, c'est pas des gerbes de microparticules, alpha, bêta, gamma, photons, machin, tout ça. Non, ça, c'est un accord musical. Ça, c'est un la mineur. Parce qu'en fait, les particules élémentaires, là, c'est encore un autre niveau, hein, mais c'est les travaux de physique fondamentale. Les particules qui constituent la matière, en dessous des atomes et tout ça, elles aussi, elles ont des propriétés musicales, enfin des contraintes harmoniques entre elles. Et donc quand on éclate un élément contre un autre, donc un kaon contre je sais plus quoi, un photon, je sais plus, et en fait on trouve des sous-particules qui sont avec des rapports harmoniques avec les particules initiales, quoi. Donc on a toute une sorte d'imbriquement comme ça, harmonique, dans la matière elle-même. Donc la matière elle-même vraiment est constituée de ce côté vibratoire, mais pas désorganisé, qui est structuré comme nous on pourrait dire musicalement. Comprendre que nous, musicalement, on interprète aussi déjà une chose, mais l'idée, c'est ça. Ça, c'est la relation de Louis de Broglie qui associe la masse à une fréquence. Donc, fréquence, c'est une note de musique. Hein. Et en passant par la vitesse de la lumière au carré et la constante de Planck, ça, je ne rentre pas là-dedans. Ça, c'était la répartition des particules élémentaires. Si vous avez des questions là-dessus, on peut en parler après. Je vous remets juste une petite vidéo qui permet de... Je me suis rendu compte que c'est vrai que cette partie-là peut être... Enfin, peut-être pas que cette partie-là, mais en tout cas, celle-là peut paraître un peu abstraite. Et c'est pour ça que j'ai mis cette petite vidéo, parce que je trouve qu'elle illustre bien le concept de dualité onde-particule. Dans le sens où... Je vais baisser le son parce que c'est un peu fort. Ça, c'est une expérience qui a été faite donc, par un chercheur français, un physicien, Yves Couder, qui malheureusement est décédé. Et donc son équipe, son laboratoire de recherche, ils ont montré avec un système, donc là c'est une sorte de bassin, on va dire, avec un liquide dedans, un liquide de silicone qui vibre, qui oscille, et ils prélèvent une goutte de ce liquide-là qui fait rebondir sur la surface. Le fait que la surface oscille et la goutte oscille crée ce système-là. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ce système-là montre un comportement qu'on pourrait voir en physique quantique. Par exemple, là, on a l'expérience avec comment passe une onde à travers un support. Ça serait ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a un comportement qui à la fois est ondulatoire et à la fois particule. Donc on a la goutte qui est la particule et on a l'onde en dessous qui est la partie vibratoire associée. Et donc, les comportements de ces gouttes entre elles et de ces particules montrent c'est une bonne façon, alors c'est pas là, on n'est pas dans la physique quantique, hein, mais c'est une image, on va dire. Ça représente ce que pourrait être visuellement et intuitivement la dualité onde-corpuscule, comme c'est dit.
Donc on a vraiment l'information de l'onde qui s'accumule avec les autres informations d'onde, parce que la différence fondamentale entre une onde et une particule, c'est que une particule, elle ne peut pas être au même endroit au même moment qu'une autre particule. C'est ça le principe, quoi. C'est ces deux objets qui sont séparés dans l'espace et dans le temps. Alors que les ondes, elles font tout l'inverse. Elles s'additionnent, elles se soustraient. Voilà. L'information se combine et s'additionne dans les ondes, alors qu'en particule, non. L'information, elle est locale et finie. Et là, on montre qu'un système peut être les deux à la fois. Et on peut le montrer de façon macroscopique, c'est-à-dire qu'on peut le voir et voilà. Je trouve que ça a éclairé un peu. Alors, désolé pour ceux que ça a plus perdu qu'éclairé. Ok. Bon, là, on va rentrer dans un peu plus du concret, du terre-à-terre et terre-à-terre et de l'agricole, en fait. Donc là, on va voir des résultats d'expériences qui ont été faits avec nos partenaires, donc agriculteurs, avec l'entreprise Genodix. Donc là, c'est des choses qui ont été faites c'est sur une durée d'à peu près 15-20 ans quoi, en termes d'expérimentation. Donc c'est pour vous dire aussi que c'est pas forcément simple, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire des expériences en conditions réelles de production, parce qu'il y a infiniment de paramètres, et puis parce qu'en fait il faut produire aussi. Donc si on travaille avec un agriculteur et qu'on lui dit on va résoudre un problème, mais que ça marche pas, et que sa production est impactée, pour nous c'est un problème aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de contraintes, et qu'on avance, peut-être pas au compte-gouttes, mais qu'on avance voilà, tranquillement là-dessus. Mais en tout cas, ça demande de se creuser un peu la tête pour trouver des protocoles expérimentaux qui permettent de montrer quelque chose malgré le fait qu'on a beaucoup de paramètres en fait. C'est surtout ça. Donc là par exemple en maraîchage, on a travaillé sur alors le M est bouffé, la mosaïque de la courgette. Donc c'est un virus qui s'attaque à la courgette et qui impacte les plants, impacte les fruits et finit par détruire la récolte. Là le maraîcher en question, c'est simple, hein, si ça continue comme ça la mosaïque de la courgette, bah, il a arrêté la courgette, quoi, tout simplement, parce que c'est un virus qui se propage et puis il n'y a rien à faire. Ce qu'on a fait chez lui, c'est qu'on a installé un boîtier dans un tunnel, et ensuite on a mesuré donc, le nombre de pieds conformes, de pieds qui étaient morts, et de symptômes, c'est-à-dire de taches d'impact du virus sur le plant, sur le fruit et sur les feuilles. Et on a fait ça en fonction de la distance au tunnel où était l'appareil. Et donc on a pu montrer une corrélation forte entre la distance et les symptômes, quoi. Donc plus on s'éloigne, plus on a de symptômes qui réapparaissent. Donc il y a un effet vraiment de proximité à l'appareil qui montre l'impact sur un virus. Donc on a pu réduire cette mortalité-là. Le maraîcher, donc, il a pu continuer à produire des courgettes. Il continue toujours, donc ça fait plus de 10 ans. C'était un des premiers clients partenaires de Genodix. Donc là, il a des boîtiers sur toute sa production depuis 10 ans. Et donc voilà, on fait un travail assez intéressant avec lui. Il va même plus loin que nous. Lui, maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il met ses appareils près de l'eau qui sert à diffuser, à asperger ses plants. On ne lui a jamais demandé de faire ça parce qu'on n'a pas encore vraiment, à part avec Jean, on a de façon très limitée exploré la dimension de mettre l'information dans l'eau, mais en tout cas, lui, il le fait. Et ça a l'air de bien réagir, donc ça, c'est intéressant. Donc on a comme ça des agriculteurs qui sont vraiment même plus pionniers que nous dans la science. Et c'est vraiment très appréciable et très, très utile. Un autre exemple sur les endives. Donc ça, en salle de forçage des endives, on a montré la corrélation avec la quantité de diffusion, donc le temps qu'ont passé chaque lot avec des séquences musicales, pour prévenir d'une maladie, donc là pour le coup c'est un champignon, donc Erwinia, qui impacte on va dire la croissance à partir du chicon. On a les feuilles qui poussent et qui impactent la qualité des feuilles et en fait voilà qui attaque la racine même, le chicon, et qui produit une sorte de pourriture. Et on a montré donc cette corrélation assez forte, donc sur quand même une quantité assez énorme. Là on a je ne sais plus combien de tonnes d'endives, mais on est à 700 000 endives, quoi. Donc on a quasiment divisé par 2 le nombre de second choix, donc c'est-à-dire le nombre d'endives, de feuilles d'endives qui ne sont pas très beaux, quoi, et qui vont passer
dans d'autres filières que celle de la commercialisation directe. Donc là, on a un impact direct sur la production. Augmentation par 2 du nombre de premiers choix, c'est quand même intéressant. Donc là, il faut savoir que tous ces travaux-là qu'on a fait, on a fait un compte-rendu qui a été publié dans la revue des Annales des mines qui s'appelle Responsabilité Environnement en 2021. Donc ça a été audité et ça a été publié. Vous pouvez le retrouver sur leur site. Donc il y a 2 choses qui ont été publiées. Il y a le compte-rendu sur l'expérience dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il y a ça aussi. Et d'autres, ce que je vais présenter par la suite aussi. Bon, en arboriculture, pareil, sur la tavelure, donc champignons également, réduction de l'impact de ce champignon, et puis la possibilité de réduire les traitements. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que sur tout ce qui est en arboriculture, bon, voilà, les traitements, ça demande beaucoup de logistique. Et ça, c'est suivi par le CETA de Cavaillon. La Charca, qui est un virus qui attaque le pêcher. Là, on a une réduction du nombre d'arbres touchés. Donc c'est pareil, c'est un virus comme tous les virus en fait, qui se répandent très très vite, à tel point qu'on est obligé d'arracher, de couper les arbres directement dès qu'ils sont impactés. Donc là, c'était vraiment critique de pouvoir réduire cette mortalité-là assez rapidement. Et on a cette réduction qu'on observe. Alors, en l'occurrence, c'est bien que vous posiez la question. C'est vrai que j'ai pas mis un cas sur lequel on travaille, un cas d'école. C'est sur l'ESCAP par exemple, mais dans toutes les relations hôtes pathogènes, en fait, on a une plante qu'on cherche à cultiver et on a un pathogène qu'on considère nous pathogène parce qu'il va impacter la production. On travaille généralement sur les deux à la fois. Donc, selon le principe que j'ai évoqué tout à l'heure, on peut aller dans le sens de la synthèse d'une protéine ou à l'inverse, on peut empêcher cette synthèse-là. Donc on stimule ou on inhibe. Donc on va stimuler les défenses de la plante qu'elle met naturellement en place en fait. On cherche à comprendre comment est-ce qu'elle fait pour se défendre dans son contexte naturel. Bon là on est un peu loin du contexte naturel, hein, c'est de la production assez intensive. On stimule ça, après avoir identifié les protéines qui nous semblent les plus à même de faire ce travail-là. On peut se tromper, mais c'est ça la partie un peu expérimentale. On cherche différentes combinaisons de protéines de stimulation. Et pareil pour le pathogène, donc là en l'occurrence le virus, mais là on va parler du mildiou, sur les champignons du mildiou. On travaille sur le développement, la prolifération du mildiou, mais aussi sur sa façon de se développer. Par exemple, le mildiou, là on sait qu'il rentre dans les stomates, dans les feuilles. On va travailler sur la formation de l'if, par exemple, qui permet de rentrer, des choses comme ça. On va essayer différentes approches pour voir en fait ce qui réagit aussi le mieux. Et comme je dis, il y a des similitudes entre les protéines à travers ce prisme de lecture. Et ça nous guide en quelque sorte. Si on voit par exemple, ça qui est intéressant, ça que je n'ai pas évoqué, mais on va prendre sur le mildiou ou même sur un virus une séquence pour inhiber une protéine de développement de l'aspect un peu invasif du pathogène. Ben, cette protéine-là, il y a de fortes chances qu'il y ait des motifs qui soient produits par la plante elle-même lorsqu'elle synthétise ces molécules de défense. Donc une protéine de défense de la plante va inhiber une protéine d'invasion du pathogène. Et inversement, c'est une sorte d'échange, de communication, de guerre ondulatoire. Enfin, je n'aime pas trop parler de guerre parce que c'est nous qui voyons ça comme ça, parce qu'effectivement, il y a une plante qu'on veut plus qu'un champignon, mais enfin, ça c'est notre point de vue. Si on mangeait des champignons du mildiou, on serait content qu'il y ait du mildiou. Enfin, le botrytis, par exemple, on a envie qu'il y en ait sur certaines vignes parce que ça fait partie de la culture, quoi. Et le vin, sans champignons, sans levure, il n'y a pas de vin non plus. Donc voilà, c'est pour ça, pour être un peu en perspective, mais on travaille sur les deux en tout cas. Et là, pareillement, donc le cas du mildiou, donc ça c'est une parcelle sur Cadillac, sur 10 hectares, sur laquelle on a placé à l'extrémité un diffuseur, donc comme vous voyez ici. On a baissé un peu le volume. Alors savoir, ce boîtier-là peut couvrir jusqu'à 15-20 hectares en fonction de la topologie de la parcelle. Donc là, on a dû réduire pour que le son s'arrête avant qu'on sorte des 10 hectares, quoi. Et ce qui a été fait, c'était le comptage du nombre de taches liées au mildiou sur les grappes, de façon presque exhaustive. Enfin, on voit que c'est pas exhaustif, mais c'est des îlots de 5 pieds à chaque fois. Et donc, ça a été compté comme ça. Et ce qu'on observe, donc après, les cercles ont été tracés après coup, on voit que jusqu'à 150 mètres, là à peu près, on est là, dans 150 mètres,
bah, il n'y a pas vraiment beaucoup de tâches, à part une petite zone là, mais bon. Et dès qu'on sort 150 mètres, c'est-à-dire la portée de l'appareil à ce moment-là, comme il était réglé, bah là, pouf, ça explose. Et là, hop, on retrouve en fait les mêmes symptômes que ce qui est observé par ailleurs dans la saison. Il faut voir que Mildiou, ça évolue en fonction des années aussi. Bon, on le sait très bien cette année, je pense qu'on a bien compris que. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Donc là, on montrait vraiment un effet de la diffusion et du volume sonore et de l'impact, en fait, comme un peu dans le cas des tunnels tout à l'heure avec les courgettes. Mais là, à plus grande échelle, donc sur 10 hectares, on voit qu'à la limite de perception du son, donc c'est repris ici, hein, on voit que là, à 150 mètres, waf, ça décroche et le nombre de tâches explose. Donc là, il y en a très peu et hop, là, ça augmente. Donc la spécificité aussi du fait que l'information doit arriver à la plante. Et là, bah, effectivement, en l'occurrence, on a travaillé et sur la défense naturelle de la plante et également à réduire l'impact du champignon. Donc on a fait sur les deux dans ce genre de thématique. Là où on a le plus de résultats et le plus de travail fait sur le terrain, c'est l'ESCA. Donc l'ESCA, c'est un ensemble de champignons qui impactent la vigne de façon assez dramatique, c'est-à-dire que ça peut cramer un plant. En fait, l'ESCA produit les symptômes d'une sécheresse, d'une dessiccation du plant, parce que ça va venir boucher les flux de sève du pied, quoi. Donc si ça vient sur le bas, bah, ça crame tout ce qu'il y a au-dessus. Donc il n'y a plus de sève, et dans la saison, le pied crame, et il n'y a plus rien à faire, il suffit juste de le couper, de le remplacer, voilà. Donc c'est assez problématique. Et pourquoi on a commencé là-dessus en 2008? Bah, il se trouve qu'en 2008, enfin, ou quelques années auparavant, le traitement qui était alors utilisé pour le SCA était interdit. Alors c'était l'arsenic, enfin l'arsenic en fait, l'arsenic de soude. Ils se sont dit on va arrêter de mettre de l'arsenic dans un truc que les gens boivent derrière. Bon. On va pas leur reprocher ça, c'est quand même pas mal. Et donc, il se trouve que c'est une expérimentation qui a fonctionné assez rapidement. Les séquences qui ont été diffusées pour fluidifier la sève, pour réduire l'invasion du champignon et tout ça. Alors ça, plus d'autres techniques, parce que depuis, on a aussi vu une évolution sur les méthodes et les pratiques de taille, différentes choses. C'est vrai que l'escar, en fait, se nourrit du bois qui est mort sur le pied. Donc plus on a de bois mort et plus on va avoir de champignons qui vont venir. Donc la taille impacte. La façon dont on taille, et si on a la sécheresse du bois avec lors de la taille qui rentre vraiment trop profondément, ça peut aussi impacter les canaux de sève. Donc voilà, tout ça c'est très complémentaire. En fait, tout ce qui amène à comprendre comment fonctionne la plante et à aller dans son sens, quoi. Donc là, on a fait un compte rendu sur tout ce qu'on a fait depuis 2008 sur l'ESCA. Donc là, on a 91 parcelles qu'on a suivies jusqu'à 6 ans, parce que tout le monde n'a pas démarré au même moment. Ce qui représente 1 200 000 cèpes de vigne, 260 hectares en totalité. Et ce qu'on observe, donc là, on va dire l'année 1, c'est la première année après l'installation des diffusions. Et on a une baisse constante, donc une réduction année après année de 50% de la mortalité. Enfin, c'est la moyenne, on est entre 50 et 60, de la réduction de la mortalité. Alors, c'est vrai qu'on a mesuré, là il y a un exemple que je voulais voir aussi avec les symptômes, mais pour nous, le plus facile à mesurer sur le terrain, et le plus simple aussi pour le vigneron, c'est la mortalité, puisqu'on arrive en fin de saison, bon, bah, on regarde les pieds qui ont malheureusement été impactés, et puis ils sont sortis de la parcelle, donc le comptage peut se faire à ce moment-là, ou au moment de replanter, si c'est fait régulièrement. Et même si on n'a pas planté, on n'a pas replanté des nouveaux pieds sur 2 ans, bah, on fait la moyenne sur 2 ans, quoi, en fait, comme ça. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir un historique de mortalité assez fiable, parce que les symptômes, bon, bah, voilà, une fois que les feuilles sont tombées, on ne peut plus compter, donc c'est limité. Et donc on se base sur ça, sur la mortalité historique et sur la mortalité après qu'on ait installé ça, pour avoir ces valeurs-là. Donc vous voyez bien hein, quand même que même année 1, année 2, donc il y a plein de courbes là, il y a 91 courbes, et c'est un ensemble en fait, c'est variable. Il y en a qui vont à 100% de réduction, donc, et d'autres qui sont là la première année, qui remontent un peu. Alors ça ne va jamais augmenter. Là les courbes augmentent, en fait quand ça augmente à 0%, ça veut dire que ça ne diminue pas, quoi. Là on a 3 cas un peu extrêmes où on a une augmentation. Mais bon, ça c'est de la biologie, c'est normal, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais ça peut être lié à pas mal de phénomènes. Mais enfin, on est sur un tel nombre d'échantillons que c'est normal qu'il y ait une variabilité, on va dire.
C'est pour ça que j'ai mis cette courbe-là qui reprend en fait la moyenne avec l'écart type pour montrer que, en somme, on en est là, quoi. Donc sur toutes ces valeurs-là, ça c'est la constante qu'on a. Donc on a autour, on va dire, de 60% de réduction de la mortalité. Donc ça a été fait sur toute la France, tous cépages, terroirs confondus, il n'y a pas vraiment de distinction parce que c'est pour nous le plus facile de prendre, vu qu'on a une telle diversité de typologies de cultures. En vigne, on est vraiment présent sur tout le territoire français, on est sur la Loire, sur le Bordelais, sur Bourgogne, Rhône, tout ça, enfin on est partout, donc forcément, bon là, il y a beaucoup de variabilité, quoi. Ici, c'était fait dans le Val-de-Loire, là près de Vouvray. On a 2 parcelles qui sont vraiment comparables, qui sont à, on va dire, 1 km d'écart maximum. Et donc le cépage identique, année de plantation similaire, une avec un boîtier installé dessus, l'autre sans boîtier. Et on a pu suivre ça pendant plusieurs années, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. Et donc on regarde, pareil, la mortalité ici et les symptômes ici. Donc on voit, bien sûr, on sait tous que l'ESCA, c'est une maladie de type fongique dont les cycles sont d'environ 4-5 ans, donc il y a une grande variabilité, ça monte, ça descend, on va dire. Mais là, on voit que quand ça descend ou quand ça monte et ça descend pareil pour les deux, quoi, en termes de symptômes. Pour les 2 parcelles. Par contre, il y a une différence constante. Il y a une différence constante de plus de 50% là à chaque fois. Donc nous, c'est ça qui nous intéresse en fait, c'est cette différence-là. Parce qu'effectivement, on n'est pas dans une logique où on va éradiquer le champignon, on ne va pas l'atomiser, on n'est pas... Enfin, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on cherche à faire. Encore une fois, on envoie des informations à du vivant et le vivant répond à cette information-là à sa façon. Donc il y a toujours un niveau de compréhension. Est-ce que si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a une raison que peut-être qu'on n'a pas compris, quoi. Voilà. Donc il y a ce côté-là où on essaie d'être un peu humble par rapport à ça. On a encore beaucoup à comprendre. Donc c'est pour ça que les symptômes, en fait, pour le cas de la mosaïque de la courgette, on pouvait toujours voir du symptôme sur feuille, alors moins, mais quelqu'un qui serait un peu maniaque dirait bah non, ça marche pas, il y a quand même mes feuilles. Oui, d'accord, mais est-ce que derrière la plante meurt et est-ce qu'elle arrête de produire? La réponse est non, donc on a toujours une production. Donc la plante arrive à vivre avec le pathogène que nous on appelle pathogène. Donc faut savoir qu'on se rend compte des fois qu'un pathogène peut avoir une action positive sur un autre aspect en fait qu'on n'a pas forcément vu. Peut-être que la plante à ce moment-là, elle a peut-être des petites carences dues à d'autres paramètres et que le pathogène répond à ces carences-là. Donc c'est jamais simple de trancher en disant ça c'est mal, ça c'est bien. En tout cas, c'est pas notre approche. Sur la mortalité, on a le même constat. Donc la mortalité, bon, on voit qu'elle n'est pas directement corrélée aux symptômes. Il y a des tendances, mais c'est presque la tendance inverse. Mais on voit l'écart aussi constamment entre les deux. Donc ça, sur les symptômes, c'est plus difficile à voir quand même, parce que ça demande de passer vraiment en fin de saison où il faut regarder sur chaque tige. Il y a plusieurs niveaux de symptômes. Ça, c'est des comptages qui ont été faits régulièrement et de façon assez exhaustive, mais il faut bien regarder s'il y a une feuille touchée, un rameau touché, un côté entier de la plante touchée, ou toute la plante touchée, ou la plante est cramée, quoi. Donc on a tous ces niveaux de symptômes-là. Et voilà, c'est pour ça que c'est pas facile à mettre en place, et surtout sans comparatif, c'est difficile de se rendre compte. Là, c'est les mêmes graphes qui sont représentés, mais juste avec qu'on appelle des boîtes à moustaches, hein, c'est sympa. Pour montrer le regroupement des infos qu'on a bien une différence significative entre les deux lots, quoi. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui. On continue un peu dans cette lancée-là sur la vigne. On a d'autres applications sur la flavescence. On a des bonnes réponses. Sur le cournouet, on a de très bons résultats. Donc vraiment une bonne réduction de l'impact, même jusqu'à une disparition des symptômes. Après tout ce qui est, bon là j'ai pas trop parlé, les maladies du bois, bon on a aussi tout ce qui est mildiou, botrytis, oïdium, tout ça, on travaille de la même manière dessus. En fait on n'est pas vraiment limité, on essaie de répondre au maximum de demandes des producteurs par rapport aux contraintes qu'ils rencontrent. Après bon il y a des choses qui se regroupent, on peut pas aller dans toutes les directions non plus, donc on essaie aussi de rationaliser, de se focaliser sur ce qui est le plus important.
Là récemment, récemment depuis quelques années maintenant, on travaille sur donc, le stress hydrique, comme on a vu sur le poids, mais on le fait dans le réel, j'ai envie de dire, sur le terrain. Donc c'est surtout suite aux grands épisodes de sécheresse qu'on a eu les années précédentes, on s'est dit ça faut qu'on le mette en routine dans les exploitations. Donc on travaille sur la stimulation de la résistance au stress hydrique des plantes, de la vigne, donc pour éviter qu'elles crament trop. Sur le gel également, la prévention du gel, parce que la plante en fait elle peut se défendre sur tout. Alors bien sûr il y a des limites, hein. Une plante s'il fait moins 10, la fleur qu'a créé le pied de vigne, il ne va pas s'en remettre, quoi. Mais bon, si on est à moins 2, moins 3, moins 4, on peut gagner quelques degrés parce qu'elle a des protéines qu'elle met en place, des protéines de résistance au choc thermique spécifiquement, qui lui permettent de mieux réagir à ça. Mais comme pour nous, quoi. Si on prend des douches froides tous les jours, on est mieux protégé pour l'hiver, par exemple. Parce qu'on stimule la synthèse de ces protéines de résistance au choc thermique. Après, on aime ou on n'aime pas ça. Voilà, sur le mildiou, là, comme je pense que ceux qui sont dans la vigne le savent, cette année c'était un peu compliqué. Donc on a des résultats à différents niveaux. Ça a bien tenu. Chez certains, ça s'est même très bien passé par rapport à ce qu'on a vu globalement. Après, sur Bordeaux, il y a des moments un peu plus critiques. On a aussi une réflexion sur le type de cépage qui est impacté, qui ne l'était pas avant. Donc voilà, on est toujours dans cette recherche-là. Que vous dire de plus sur... Bon, en tout cas, on avance. On a une boîte qui est de plus en plus flexible en termes d'application. Donc là, je vous dis, c'est piloté à distance. Donc on peut vraiment agir quasiment en temps réel sur les besoins de la plante. Et on va de plus en plus vers ça, vers un accompagnement de culture. En fait, ça, je ne l'ai pas dit non plus, mais sur le maraîchage, on est vraiment dans l'accompagnement parce que les cultures tournent beaucoup plus rapidement. Et les problématiques émergent au fil de la saison, ça peut changer. Donc on a mis ce système en place là pour justement pouvoir avoir cette flexibilité-là, et on approche cette version un peu intégrée et un suivi plus au cas par cas pour la vigne également, quoi. Donc on est dans cette tendance-là, et je pense que c'est un peu l'avenir, quoi, être au plus proche, et combiner avec d'autres approches, là où on ne peut pas aller. Je vous dis l'exemple du maraîcher qui utilise déjà de l'information dans de l'eau pour ses courgettes. Bon, alors nous, on espère pouvoir rapidement développer ces choses-là avec le BBG de Jean. Et en fait, trouver des manières de ce style-là, un peu, on va dire, douce, entre guillemets, mais du moins pas trop invasive, pour vraiment faire le tour des problématiques et répondre à de plus en plus de problématiques en agriculture. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. On peut prendre une question ou deux, je ne sais pas s'il y a un peu de temps. Le temps que je m'installe, et en quelques questions, puis on embraye directement. Alors, des questions courtes. Merci Victor. C'est bon ? Oui. Victor, merci beaucoup pour cette présentation très large et très démonstrative. Ma question serait, quand vous dites que vous essayez d'adapter le fonctionnement de l'appareil en fonction des besoins au moment ou localement, en fonction d'où se trouve l'appareil, moyennant un certain rayon d'action que vous avez décrit, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur quels sont concrètement les éléments que vous étudiez et comment vous adaptez le fonctionnement de l'appareil ? Est-ce qu'il s'agit d'utiliser des musiques différentes ? Est-ce qu'il s'agit d'observer un certain nombre de manifestations sur le plan qui vous disent on va essayer d'identifier quel est le nuisible qui prédomine sur l'altération du plan, et en conséquence de cela définir une musique qui pourrait réduire son activité. Quels sont vos éléments de travail ? Voilà, il y a vraiment, dans tout ce que vous avez évoqué, effectivement, il y a pas mal d'axes sur lesquels on avance. Alors le principal, c'est sur avoir des outils d'observation de la réaction de la plante, des plants cultivés. Donc là, je vous ai montré un peu des exemples pour voir comment est-ce que nous, on arrive à évaluer le résultat de ce qu'on fait. Et suite à ça, en fait, de pouvoir ajuster les séquences spécifiquement aux besoins qu'on a identifiés. Donc
Par exemple, là, je sais que sur la vigne, sur l'Esca, on a eu beaucoup de merlot qui étaient touchés par rapport à du Cabernet Sauvignon historiquement. Donc, on va regarder peut-être des séquences plus spécifiques à ce cépage-là, peut-être parce que la typologie change et ce genre de choses-là. Donc, on adapte les séquences et puis aussi, on se base sur les découvertes les plus récentes en biologie. Et ce qu'on sait sur les protéines, donc on a identifié, je crois que le génome de la vigne a été entièrement décodé, mais il y a plein de zones un peu floues sur quelle est la fonction spécifique de chaque protéine, et puis on découvre des nouvelles fonctions pour les protéines. Donc peut-être dans une maladie de plante, à un moment donné, on avait ces connaissances-là, là ça se débloque, donc on est toujours un peu sur ce truc-là, quoi, ajusté au plus près. Là, ce que je parlais dernièrement, c'est vraiment sur le suivi en termes plus temporels, vraiment par exemple sur le gel, il y a un épisode de gel, on va vraiment essayer de voir où ça répond le mieux. Alors on se rend compte que si on passe la nuit précédant le moment du gel, donc 5h du mat, 3h du mat, vraiment les moments les plus froids, on met beaucoup de diffusion, là ça répond le mieux. Donc c'est ce genre de choses-là aussi sur lesquelles on avance. Donc il y a vraiment tout un champ. Après, pour vous dire la vérité, en tant que chercheur, c'est vrai qu'il y a vraiment infiniment de champs de réflexion là-dessus, sur les timbres qu'on utilise pour les fréquences, sur peut-être différents supports sonores, et des ultrasons, des infrasons, des choses comme ça. Bon, là on fait pour l'instant ce qui a l'air de fonctionner le mieux par rapport à d'autres expériences, mais on pousse dans toutes ces directions-là, quoi. Et principalement celles que j'ai évoquées. Alors, une petite Donc, question. bien. Alors sur les mycorhizes, je réponds. Tac, le micro, ouais. C'est bon. La question, je peux répéter la question si tu veux. Ouais. La question c'était est-ce qu'on travaille sur les mycorhizes, donc surtout le système racinaire qui est en collaboration avec les champignons du sol et la vie du sol. Alors non, on n'a pas fait ce travail-là. On avait commencé un travail à un moment donné en Champagne avec un vigneron qui était intéressé par cette dimension-là. Mais voilà, il faut la logistique derrière et c'est vrai que ça touche à beaucoup de choses. Et je pense qu'il y aura un potentiel assez important là-dedans. Mais voilà, on n'a pas la structure en fait qui permet de faire ça. Et il n'y a pas la demande non plus pour l'instant de travailler sur ça, à part le cas spécifique là, qu'on n'a pas poursuivi. Mais c'est un axe qui serait pertinent. Ouais.